Enfin, des piscines pas comme les autres. Vous n'éclairez pas votre piscine parce que vous avez peur des chocs électriques. Grâce à la fibre optique, plus aucun danger. Pas d'électricité dans la piscine. Plus économique, plus attrayant. Et quel effet? Vous êtes sceptique? Je vous donne la preuve dans quelques instants. Réfrigérateur sans givre, garantie 50 mois. Payez 578 $ maintenant et sauvez de l'argent. La vente éléphantesque 92 de Nappe Boisvert se poursuit. Fauteuil inclinable en cuir et tabouret, payez 178 $ maintenant et sauvez de l'argent. 2 causeuses pour le prix d'une, payez 398 $ maintenant et sauvez de l'argent. Avec la vente éléphantesque 92 de Nappe Boisvert de Shawinigan, plus que jamais, payez maintenant et sauvez de l'argent. Musical 102,3 FM. Ottawa vient d'annoncer la prolongation pour 6 mois seulement du moratoire sur l'utilisation des implants mammaires. Et pendant ce temps, à Québec, on s'apprête à désassurer les tests de mammographie qui permettent le dépistage du cancer du sein pour les femmes de 40 à 50 ans. Il faut rappeler qu'une femme sur 10 en Amérique du Nord sera atteinte du cancer du sein. Et ce cancer a augmenté de 30 % au cours des 10 dernières années. Et c'est la principale cause de mortalité chez les femmes de 35 à 54 ans. Pour faire le point sur la situation des femmes et le cancer du sein, j'ai rencontré Rosemonde Mandeville, médecin et chercheur à l'Institut Armand Frappier de Montréal. Madame Mandeville, bonjour, bienvenue aujourd'hui dimanche. Bonjour. Vous qui êtes médecin, chercheur, auteur d'ouvrages sur le cancer du sein, le sein est en pleine actualité, que ce soit pour les implants mammaires, politique sur les mammographies qui s'en viennent. Comment réagissez-vous d'abord à cette décision d'Ottawa de prolonger le moratoire de 6 mois sur les implants mammaires? Je suis très favorable au prolongement du moratoire. Je pense que c'est quelque chose de bien, mais pas 6 mois. Pas 6 mois. Pas seulement 6 mois, il faudrait que ce soit un peu plus long pour qu'on puisse faire des études sérieuses sur la question. Et jusqu'à présent, je pense que ça n'a pas été fait. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hystérie qui s'est glissée dans cette histoire? Je pense que toute la façon dont ça a été fait, toute cette démarche-là depuis le début, est tout à fait impossible à imaginer. Moi, je suis furieuse de la façon dont le gouvernement a traité la chose. Tout d'un coup, sans prévenir personne, on met un moratoire. Après ça, on dit, ben, c'est pas très important. On n'a pas vraiment de preuves concrètes. Et ce que ça a fait, ça a vraiment causé une hystérie. Les femmes téléphonent. J'ai eu beaucoup de téléphones. Qu'est-ce que je fais avec mes implants? On ne peut pas répondre à des questions comme ça. Dans 6 mois, est-ce que c'est assez long pour savoir vraiment si ce qu'on fait avec les implants mammaires depuis 30 ans est à risque ou pas pour les femmes? Pas du tout. Je pense que il faudrait prendre un peu plus de temps puis faire des études, comme je dis, sérieuses. Maintenant, il y a eu des fuites récemment qui indiquent que le gouvernement du Québec s'apprête à désassurer la mammographie, donc cet examen, cette radiographie des seins pour dépister le cancer du sein. Comment réagissez-vous? Parce que ce ne sont que des rumeurs, mais ça s'en vient, cette politique. Je pense que si les rumeurs sont correctes et que c'est vrai que le gouvernement veut faire une proposition, un projet de loi comme ça, je pense que c'est vraiment en dehors du cadre conventionnel. On ne peut pas faire une chose comme ça. On ne peut pas enlever quelque chose aux femmes qui est très importante pour la prévention et surtout la guérison du cancer du sein. Parce qu'on dit qu'on maintiendrait la mammographie pour les femmes de 50 ans et plus à tous les 18 mois. 18 mois. Mais ça, est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Les cancers qui se développent autour de 50 ans, d'habitude, prennent 1 an et moins à se développer. Donc, il faut comprendre que 1 an, c'est vraiment le minimum. On ne peut pas aller à 18 mois. 18 mois, on perdrait beaucoup de cancers qu'on appelle cancer d'intervalle, ça veut dire entre les 2 mammographies. Donc, c'est très important que le gouvernement réalise que ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est très important. Mais on veut économiser 1 600 000 $ en cette période de restriction budgétaire. Je pense que si le gouvernement prend cette attitude-là de dire une vie de femme coûte tellement tant, c'est premièrement, on n'a jamais pensé comme ça. Deuxièmement, il faut qu'ils se rendent compte que si éventuellement cette femme-là développe un cancer et que ça n'a pas été détecté précocement, ça va leur coûter 10 fois plus, sinon 100 fois plus pour toutes les
les traitements, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, ainsi de suite. Donc, ils ne sauvent pas grand-chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi controverse autour du fait que, qu'il soit dépisté de manière précoce ou pas, le cancer du sein, enfin, le taux de survie ne varie pas? Oh non, pas du tout. Le cancer du sein, surtout chez la femme autour de la ménopause, quand il est détecté précocement, un stade où même il n'y a pas de bosse, mais qu'on détecte juste par mammographie, on a des taux de survie 10 ans et 20 ans de 96 %, comparé à une femme qui a un cancer de 1 cm ou qui a des cancers plus avancés, il y a un taux de survie qui est beaucoup plus bas, qui varie entre 60 et 70 %. Donc, il y a une nette amélioration de la survie, ça c'est sûr. Il reste le groupe d'âge de 40-50 ans. Vous aviez déjà, vous, dans une étude, proposé de mammographie annuelle pour ce groupe d'âge-là également. Or là, il n'y en aurait pas assuré par le gouvernement, si les rumeurs s'avèrent fondées. Les femmes entre 40 et 50 ans, je pense, c'est très controversé. On n'a jamais dit une fois à tous les ans, mais une fois à tous les 2 ou 3 ans, dépendant du risque. Il y a des femmes qui sont à haut risque. Ce sont des femmes qui ont eu un cancer familial. Par exemple, leur mère a eu un cancer avant la ménopause. Et ces femmes-là qui sont à haut risque devraient être suivies plus régulièrement, une fois à tous les 2 ou 3 ans. Madame Mandeville, le cancer du sein, c'est une statistique étonnante, est la première cause de mortalité chez les femmes de 35 ans, 54 ans. Il meurt plus de femmes issues d'un cancer du sein qu'il ne meurt de gens du sida. Vous qui êtes chercheur, est-ce que la recherche sur le cancer du sein est discriminée d'une certaine manière? La recherche sur le cancer du sein devrait, à mon avis, pas seulement avoir plus d'argent, mais aussi regarder la prévention. Et on n'en fait pas. Tout ce qu'on fait, c'est développer des nouvelles drogues, des nouvelles thérapies, des nouvelles pilules. On ne parle pas de prévention, on ne parle pas de l'alimentation, on ne parle pas du stress. Et ça, c'est très important pour prévenir le cancer du sein. Et dans le monde médical, et surtout au Canada, il n'y a pas d'argent pour ce genre de recherche. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de discrimination de ce point de vue-là. Parce qu'on voit, c'est beau la prévention, là, mais au niveau de la recherche, on voit aux États-Unis des femmes aller manifester au Congrès américain avec des pancartes pour dire le cancer du sein n'a pas sa juste part des fonds de recherche. Est-ce que c'est la même chose au Canada? Est-ce que les femmes, pour les maladies qui touchent les femmes, ont leur juste part d'argent? Pas du tout. Pas du tout. Il y a très peu d'argent qui est donné pour ces maladies-là. Et pas seulement le cancer du sein, l'endométriose, le syndrome prémenstruel, toutes ces maladies qui sont typiquement féminines, on en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent que des... Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous en avez fait de la recherche, vous. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je ne sais pas pourquoi ils n'en donnent pas beaucoup. Peut-être que les médecins ne s'intéressent pas de faire des recherches comme ça. Mais je pense qu'il y a matière à améliorer ce statut-là. Il faut que le gouvernement ou les gens qui donnent l'argent, les agents subventionnaires, se penchent sur la question et à savoir pourquoi on donne moins d'argent pour ces projets-là. Mais avez-vous l'impression que le rapport des femmes avec la médecine et la recherche est moins important que celui des hommes avec la médecine et la recherche? Globalement, je pense que si les problèmes qui sont reliés, par exemple, à la ménopause n'ont jamais été adressés de façon sérieuse et sérieux à faire des recherches, quand vous regardez la recherche, par exemple, les enquêtes épidémiologiques qui se font sur les maladies cardiaques n'ont jamais inclus les femmes. Les enquêtes épidémiologiques qui ont été faites, par exemple, sur les dangers des produits chimiques à l'ouvrage, dans les usines, n'ont jamais inclus des femmes. Ça a toujours été des hommes. Et je pense que le vent devrait tourner et regarder des problèmes qui sont pertinents à la santé de la femme. Madame Mandeville, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Dénouement possible dans le dossier libyen après l'imposition d'un embargo par l'ONU contre la Libye. Que vous rencontrez peuvent changer d'impression en vous écoutant, mais il me semble très clair que le Québec a perdu, mais de façon écrasante, la bataille des relations publiques pour ce qui est de l'opinion en général. Le Québec, depuis 2 ans, est vu comme une société qui opprime les Autochtones et qui fait une spoliation
éhonté de l'environnement, je n'ai pas l'impression que le Québec a très bien présenté sa position. Hein? Ça, c'est une perception. Je ne suis pas entièrement d'accord que cette perception est totale et exacte et si homogène que vous le mentionnez. Moi-même, parce qu'elle est fausse. Non, c'est une fausse perception, exactement. Parce que j'étais à Washington, une association des législateurs, Global Legislators. Et j'ai fait une présentation sur la baie James. Et je me suis fait dire par un membre du Japon que cette entente était un modèle et que plusieurs Autochtones à travers le monde se croiraient tellement heureux d'avoir les mêmes droits qu'ils ont dans l'entente de la baie James. L'entente de 75? L'entente de 75. Alors, c'est les Global Legislators qui avaient des représentants des États-Unis, d'Europe et de l'Asie. Et même les représentants de l'Asie, de l'Europe, ont modifié, ont changé la résolution, parce qu'originalement, il y avait une résolution qui était un peu négative. Ils l'ont changé. Le dossier du Québec vis-à-vis des Autochtones, le dossier du Québec en matière environnementale est excellent. Il est excellent, mais il n'est pas toujours véhiculé. C'est ce qu'on dit. Non, je me déclare d'accord avec vous, parce que Monsieur le ministre parle de cette convention de 1976 que je connais et qui n'a pas son égal au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord, effectivement. Probablement à travers le monde. Je ne pense pas que peut-être que excellent est peut-être trop dire par rapport au rapport avec les Autochtones. Cela dit, je pense que si on a un problème d'image négative qui est surfaite, on est tous d'accord avec ça, c'est peut-être que la diplomatie que vous décrivez n'est pas tout à fait à la mesure de The American Way of Life et le lobby américain. Je pense qu'Hydro-Québec vient de comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne, l'opinion publique, c'est par le lobby, et non pas par les canaux diplomatiques un peu, peut-être un peu déphasés à l'heure qu'il est. Vous savez, quand on dépose un projet de loi dans le Massachusetts qui veut interdire l'achat d'obligations d'Hydro-Québec, ça fait les manchettes. C'est un projet de loi par un individu sur 9000 projets de loi qui ont été déposés et qui sont déposés au Massachusetts tous les ans. Ça fait les manchettes. Mais quand on va expliquer l'entente de la baie James, quand on fait tout, on donne l'information, que ce soit au Carnegie Institute of Ethics and International Law, que ce soit à l'American Enterprise Institute, que ce soit au Providence Journal, que ce soit à tous les autres, à l'Association canadienne des études, américaine des études canadiennes, ça fait pas les manchettes. Vous ne lisez pas de ça dans les journaux. Alors, l'impression que vous avez, c'est que l'image du Québec n'est pas à la hauteur de la réalité, mais ce n'est pas tout à fait exact de juger ce que vous voyez par ces articles-là et par la perception que les niveaux importants, les leaders d'opinion et même les éditorialistes ont aux États-Unis. Alors, je crois, je ne dis pas qu'on ne peut pas améliorer, qu'on ne peut pas faire plus, mais je ne crois pas que c'est aussi négatif Monsieur que vous le dites. Je suis éditorialiste moi-même, Mme Bissonnette aussi, et en tout cas, moi, je suis là pour vous dire que malheureusement, nous ne sommes pas la seule puissance médiatique, les éditorialistes. Une photo à la une va changer au moins autant, sinon beaucoup plus d'opinion qu'un bel éditorial bien raisonné. Une photo des Autochtones qui font un media event, une série de photos comme ça, c'est ça qui a empêché notre vente d'électricité à New York. Mais justement, c'était pas la baisse de demande. De comment les gouvernements traitent les groupes de pression aujourd'hui, parce que là, c'est tout un nouveau phénomène. Vous allez voir des universitaires, vous allez voir des élites, vous allez voir des législateurs, mais on voit que les groupes de pression sont en train d'obtenir l'oreille des médias peut-être plus facilement qu'autrefois. Est-ce que ces phénomènes-là, les gouvernements sont capables, et notamment le gouvernement du Québec, d'y répondre? Et vous, M. Fortier, vous avez eu à traiter aussi avec ça aux Nations Unies. C'est un nouveau phénomène, ça. C'est un nouveau phénomène, vous avez absolument raison. Les organisations non gouvernementales, comme on les appelle dans le contexte onusien,
ont une influence de plus en plus accrue sur les sujets qui sont portés à l'ordre du jour des Nations unies et sur la façon de traiter de ces sujets. C'était un univers, je dois vous dire, que je ne connaissais presque pas, moi, avant d'arriver à New York en septembre 1988, et que j'ai vu, que j'ai entendu. Et tout compte fait, je crois que l'apport de ces groupes de pression est très bénéfique. Je crois qu'il est très bénéfique. Et je crois qu'il exerce une influence réelle dans la détermination de sujets. Bien, prenez la question de l'environnement. Qu'est-ce qui a fait que depuis 1972, depuis Stockholm, on parle de l'environnement? Ce ne sont pas les gouvernements, ce sont des groupes de pression. Ce sont les minorités qui font avancer les majorités. Absolument. Ça, il a fallu que je passe 3 ans et demi à New York pour le réaliser. Et M. Chacha, avez-vous l'impression que ces groupes ont joué un rôle vraiment, par exemple, dans la perte d'un contrat important par Hydro-Québec à New York? Est-ce que vraiment ils ont eu un impact sur le gouverneur de l'État de New York, sur les... Il y a aussi des changements économiques en termes de la croissance, en termes de la demande. Peut-être c'est pour cette raison que New York s'est donné un temps, une période pour accepter ou ne pas accepter le contrat. Je me souviens que c'est moi-même que j'étais ministre de l'Énergie quand le contrat a été finalisé, mais ils sont donnés 2 ans. Et pendant ce temps-là, peut-être qu'avec la récession, savez-vous, ils ont perdu 800 000 emplois dans l'État de New York. Et moi, je suis persuadé qu'il y a eu une réflexion sur les besoins énergétiques et certainement, ça a eu une influence et ça a été la décision qu'ils ont prise. Maintenant, il y en a certains groupes qui ont ajouté qu'il y avait des questions environnementales, mais vous savez, dans l'entente de la baie James, il y a 5 comités avec la participation des Autochtones pour décider des questions environnementales. En aucune autre situation pouvez-vous dire que ceux qui sont affectés, comme les Autochtones, font partie du processus décisionnel. Et non seulement ça, mais au mois de janvier, il y a eu une autre entente où les Autochtones ont obtenu un financement additionnel. Alors, du point de vue environnemental, moi, je crois qu'il n'y a pas de reproche à faire de la façon que nous allons entreprendre les études d'impact et de la décision finale qui va être basée sur ces études. Ça nous ramène un peu à la question des médias. Quand même, vous parlez d'une question complexe qui est l'évaluation des grands projets du Québec. Et c'est extrêmement complexe. Ça se fait avec 5 comités, dont certains sont fédéraux, provinciaux. La question constitutionnelle est complexe aussi. Est-ce qu'il y a moyen pour les médias de traiter aujourd'hui, nous représentons ici les médias écrits, mais aussi la presse électronique, de traiter aujourd'hui des questions complexes de façon intelligente? Proposition à faire. C'est qu'on élimine le mot « constitution ». Sans blague, sans blague. J'ai l'impression que les gens s'endorment dès qu'ils entendent le mot constitution. Si on parlait des enjeux, des réalités et des effets sur la vie des gens qui vivent avec ces lois. Constitution, quand on travaille sur des clauses constitutionnelles, de temps à autre, il y a bien parler de la d'autres mots Constitution. comme accord, par exemple. Sans blague, il faut parler des réalités, des enjeux. Et pas des mots techniques, les impacts des décisions, les décisions possibles, la variété possible des décisions à prendre, dans le sens très réel, très pratique. On peut parler dans ce pays pendant 1 heure de la Constitution sans jamais dire quoi que ce soit de pratique et de réel. Alors, au début, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être vraiment très concret. Nous ne le faisons pas Non, les journaux actuellement. M. Fortier, vous qui observez tout ça et vous êtes revenu là, des J'ai Nations presque Unies. envie de poser une question. Je vais la poser. On va en profiter, M. le ministre. On a d'éminents journalistes avec nous. À l'ère de la communication instantanée, à l'ère de l'information, est-ce que votre profession a évolué afin que vous puissiez mieux informer
le public qui a accès aux médias électroniques. Là, je parle à la presse écrite. Est-ce que votre profession a évolué ces dernières années? Oui. Oui? Mais peut-être pas assez. Comment? Peut-être pas assez. Qu'est-ce que vous avez changé? On a changé notre idée de notre mission, de notre mandat. Il y a 10 ou 15 ans, on prenait pour acquis qu'on devait donner beaucoup, juste les nouvelles pures aux gens, parce qu'il y aurait toujours une bonne proportion des gens qui n'avaient pas vu à la télévision ce qui s'était passé la veille. Alors on leur donnait la nouvelle. Maintenant, tout le monde a déjà vu la nouvelle, donc il faut beaucoup plus d'analyse et d'explication. Alors on a compris, on a fait des progrès, mais je suis entièrement d'accord qu'on n'a pas fait tout ce qu'il faut comme progrès. Mais la télévision elle-même, Jean-François Lépine anime une émission qui s'appelle Enjeu, donc tente elle aussi de donner, de l'analyse. Mais justement, c'est un bel exemple. Nous, on a décidé, par exemple, depuis 2 ans qu'on fait cette émission-là, de ne pas parler de Constitution parce qu'on a peur de perdre notre code d'écoute. moi, je dis à mes collègues, il faut faire un effort pour faire au moins 1 heure pour trouver un moyen de rendre toute cette question-là suffisamment intéressante, parce que vous savez que dans les télévisions, maintenant, il faut se battre pour avoir des codes d'écoute. Et je regrette, mais je n'ai pas encore trouvé l'idée. D'ailleurs, moi, je dis, après avoir été à l'étranger pendant très longtemps, quand je suis revenu, j'ai trouvé que la télévision, pour ce qui est du métier que je fais, n'avait pas du tout évolué dans le traitement qu'elle fait de ces questions-là. Et effectivement, il faut avoir suffisamment d'imagination pour rejoindre l'évolution que le public, lui, a fait. Je pense que le public continue, évidemment, à être préoccupé, peut-être de façon moins importante, mais certainement préoccupé par son avenir. Mais je pense que nous sommes dépassés. Et il faut rejoindre ces préoccupations-là. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que je me ferai l'avocate du diable. Je suis d'accord que nous avons évolué jusqu'à un certain point. Il y a un peu plus d'analyse. Des émissions comme Enjeu en sont la preuve. Mais en même temps, le fait que les médias sont de plus en plus rapides, sont forcés à la rapidité. Plus on est rapide, moins on réfléchit. Et la réflexion est importante pour l'analyse, à mon avis. Et je trouve que c'est un des grands problèmes des médias, qu'on doit aller tellement vite qu'on n'a pas le temps de penser comme il faut. Et deuxièmement, qu'on oublie que parce que nous, journalistes, on a le nez dans les mêmes questions tout le temps, on pense que c'est intéressant. Ça devient intéressant pour nous, forcément, parce que ça devient notre famille. Et on pense que c'est intéressant. On en parle comme notre famille, plutôt que de prendre du recul puis de dire, bon, de quoi a l'air la famille aujourd'hui si je considère que c'est des gens comme n'importe qui, là. Moi, je me souviens, dans un téléjournal récemment, au cours de toutes ces séances, j'oublie laquelle, où on parlait d'asymétrie et de fédéralisme asymétrique, il y avait un topo très sérieux d'une journaliste de Radio-Canada qui utilisait ce mot-là, et après, un autre journaliste qui suivait et qui critiquait ce langage-là dans le même bulletin en disant « les journalistes sont devenus fous ». Alors, on va terminer sur cette autocritique des journalistes. C'est une belle fin de saison. Revenez-nous cette fois en octobre prochain pour une nouvelle saison des rédacteurs en chef. Merci. Rédacteur en chef vous a été présenté en partie par Alcan. Alcan, une force sensible. À l'affût de la nouvelle, à la fine pointe de l'information, voilà le journal télévisé d'Antenne 2.
perspective européenne sur le monde, tous les jours à 19h, heure de l'Est. Papillonner en toute liberté. On peut rêver. TV5, la télévision internationale. Ça arrive souvent que les gens me demandent « C'est vous la sagouine ?» Eh bien, non, c'est pas moi la sagouine. Moi, je suis l'auteur de la sagouine. Alors, vous n'êtes pas Viola Légère. Non, non, non. Viola Légère est la comédienne qui joue la sagouine. Moi, j'écris les textes. Alors, un jour, une m'a dit « Alors, on pourrait dire que vous êtes un peu comme la secrétaire de Viola Légère. » Eh bien, non. Moi, je ne tape même pas la machine. J'écris des livres. L'Acadie est un peuple beaucoup plus qu'un pays. C'est-à-dire qu'elle est une histoire, elle est une mentalité, elle est un genre, un type d'être. À ce moment-là, on peut dire qu'elle est plus incarnée dans le temps que dans l'espace. Et c'est la nature humaine, c'est la vie que je raconte. L'Acadie, bien sûr, parce que c'est ma vie à moi. Puis je suis née ici, puis j'ai vécu pendant 20 ans ici. C'est à ce moment-là que tout mon imaginaire s'est rempli. C'est-à-dire que je me suis formée comme écrivain. Alors, je l'ai fait, moi, à partir de mon expérience, qui est celle de Bouctouche. Tout auteur crée un monde qui est imaginaire. Un autre qui aurait raconté Bouctouche aurait choisi d'autres mots et par conséquent aurait raconté un autre Bouctouche. Le point de vue, c'est la chose la plus importante pour l'écrivain. C'est d'où vais-je voir Bouctouche? D'en haut, d'en bas, d'en dessous, d'en dedans, du nord, du sud, de mes 15 ans ou de mes 2 ans ou de ma vie future, du point de vue du curé ou du médecin. Alors, tout est là. Mais ce que je raconte de plus important, je crois, eh bien, c'est la vie, c'est le monde. Alors, cette maison qui se trouve juste derrière moi, c'est la maison où je suis née. Je suis même née dans la maison proprement dite, et non pas à l'hôpital. Il y a une fenêtre là, la première fenêtre à l'étage, de ce côté-ci. C'est la chambre où je suis née. C'est là où j'ai vécu toute mon enfance, à peu près jusqu'à 18 ans.
Et ici, c'est tout l'entourage de ma maison natale. C'est mon terrain de jeu, si vous voulez. L'église qui est tout près, comme vous voyez. Alors, cette église où l'Angélus sonnait régulièrement. Et justement, c'est sur l'heure du midi, pendant que l'Angélus sonnait, que je suis venue au monde. Je suis venue au monde avec une tache de naissance sur la cuisse gauche, au printemps, à midi, à l'heure où l'Angélus annonçait que le Verbe s'était fait chair. C'était là tout mon héritage. Plus tard, quand mes frères et sœurs aînés, le soir, autour du pupitre familial, se chercheront un pays, une langue et une identité, je les regarderai imperturbables et fiers. Je me nomme Tonine. J'ai hérité de la parole et j'exhibe ma tache originelle au-dessus du genou. Personne d'autre au monde, c'est-à-dire à 10 lieues à la ronde autour de Bouctouche, ne portait ce nom ni ses attributs. J'étais distincte, unique, et j'étais moi, un point c'est tout. Je n'ai jamais eu mal à la dent des autres, jamais hurlé d'autres cris que celui qui me sortait du ventre. Et c'est mes fesses à moi qu'on tapait plus souvent qu'à leur tour, parce que ce moi-là prenait plus de place que son dû. Une fille de la mer. Je ne pourrais pas imaginer, par exemple, écrire un roman où je ne parlerais pas des ponts, d'une baie, des anses, de la dune, de l'eau, parce que mon imaginaire en est plein, parce que mon enfance y a baigné. Donc, la mer est très importante. Mais je crois que la mer est importante pour plusieurs raisons, pour ses symboles aussi. La mer est à la fois sphérique. Quand on regarde la mer, on voit l'horizon tout à fait rond. Et savoir que je me couperais de la mer définitivement, ça serait pour moi une véritable blessure. Ça serait peut-être couper quelque chose d'essentiel en moi. La mer me nourrit, aussi bien dans ses odeurs, ses bruits, ses couleurs. Tous les sens reçoivent continuellement la mer. Très belle, justement. Cette mère que vous voyez a déjà dévoré un enfant, un petit garçon de 15 ans. Ils avaient renversé, leur chaloupe avait renversé leur canot et ils étaient pris dans une tempête. Ils s'étaient accrochés à une bouée de pêcheurs de haut mar. Une bouée de pêcheurs, c'est pas très fort, c'est une toute petite bouée. C'est gros comme ça pouvait pas tenir deux garçons, surtout dans une mer aussi forte, aussi orageuse. Alors le plus fort des deux, qui était un grand 15 ans, a réussi, lui, à nager pendant 2 heures et demie, parce qu'il était contre le courant. C'est pas qu'il était très loin, mais il nageait sur place, presque. Et l'autre s'est finalement noyé. Et quand il est arrivé à la maison, il m'a dit, c'est la lumière du phare qui m'a indiqué la route. Il voyait rien, sinon la lumière de mon phare. Alors, je peux dire que ce jour-là, mon phare a été baptisé, il a reçu sa vraie fonction, et il a été fonctionnel dans un sens, alors qu'il n'est pas un phare fonctionnel. Alors, on a sauvé la vie de ce petit jeune homme. Quand j'ai connu Nounours, j'habitais mon phare au bord de la mer, planté comme un piquet dans le sable, parmi les bateaux, les filets, les fils de pêcheurs, les goélands, les algues et les coquillages. C'est un beau phare, avec une tour et des lampes pour éclairer les marins perdus. Mais mes lampes n'éclairent jamais les marins, parce que mon phare n'en est pas un vrai. Il est désaffecté. Un jour, on ne sait jamais. On manquera peut-être de phare au pays. Alors je me ferai nommer gardien et j'allumerai toutes mes lampes. Et mon phare en sera un vrai pour tout de bon. Il y a de ces symboles dans les bâtiments, dans les édifices. Et le phare en Acadie est le symbole même, à la fois de l'habitation et de beaucoup plus qu'une habitation, d'un monde de mystères et de légendes, et surtout un monde où on peut voir. Le phare est un gardien des hommes, mais un gardien de la mer. On dirait qu'il est à mi-chemin entre la terre et la mer, le phare. Il fait le lien. Et moi, je suis une fille de la mer et de la terre. Le phare était vraiment l'habitation qui m'était désignée. Et en plus, en hauteur, c'est une tour. Et j'écris toujours dans les tours, c'est-à-dire dans un grenier à Montréal, ou ici dans le fait
tout à fait dans la tour du phare, parce que là, j'ai vraiment l'impression de voir le monde entier rond autour de moi. C'est vraiment, le monde que je vois est le microcosme du vaste monde, et il est sphérique. Et moi, je vois le monde sphérique. Tout est dans une boule, je suis au centre. Vous savez, ici, dans cette tour de mon phare, que j'appelle ma cachette, parce que je viens m'y cacher pour écrire, eh bien, si vous remarquez, je suis obligée de regarder mes feuilles, parce que les fenêtres sont au-dessus de moi. Il faudrait me lever pour voir le paysage. Je consens à me lever très souvent. J'adore ce paysage maritime que je vois, et je le regarde, mais pas pendant que j'écris, parce que pendant que j'écris, je dois faire l'effort de la concentration. Je suis dans un autre monde. Je ne suis plus dans mon phare. Je suis dans le monde de mes personnages. Et ceux-là, il se peut qu'ils n'habitent pas un phare, qu'ils ne voient pas la mer. Alors, moi, je dois me donner toutes les chances pour rentrer en moi-même. Et le paysage que je dois voir, c'est celui que me commande la vision de l'autre, la vision de mon personnage. Ou si vous voulez, je ne dois voir que l'intérieur de mon imaginaire. Je suis responsable, à ce moment-là, de mon geste de l'écriture. Je suis vraiment seule avec mon crayon, ma feuille de papier, ma gomme à effacer. Je suis seule au monde. J'ai aussi mes fantaisies ou mes caprices quant à mes outils de travail. J'écris avec un crayon plomb. Je n'ai jamais écrit à la plume parce qu'il faudrait faire trop de ratures, alors que le crayon, on peut effacer. Donc, mes instruments de travail sont beaucoup le crayon et la gomme à effacer. J'efface. Parce que si je rature, j'ai l'impression de salir ma feuille. J'ai l'impression de salir le visage de mes enfants. Vous comprenez? J'écris aussi dans l'ordinateur, mais ça c'est tout à fait nouveau. J'ai commencé l'ordinateur il y a 3 ou 4 ans, et je n'ai pas commencé tout de suite. J'ai commencé par transcrire, c'est-à-dire par rentrer dans l'ordinateur ce que j'avais d'abord écrit au crayon. Puis un jour, j'ai écrit une partie que j'avais faite, et j'ai risqué de continuer dans l'ordinateur, et j'ai écrit tout mon livre, l'Oursiade, dans l'ordinateur. Dès que je vois le bateau arriver, j'ai le temps de courir, puis, ou à peu près, ou partir en voiture vite, puis j'arrive en même temps que le bateau. Alors je peux acheter mon homard directement des pêcheurs ou directement du petit quai qui est là. Ça, c'est un homard mâle, parce que ces 2 premières petites pattes-là sont de la corne dure. Alors que la femelle, c'est très mou, là, c'est pas de la corne. Alors voilà la différence. Elle a raison. Bon. Ensuite ici, le mâle et la femelle, il y a une différence à la queue. Là ici, c'est plus large pour une femelle, c'est plus étroit pour un mâle. Il y a une autre façon. Vous mettez les 2 dans l'eau. S'il nage, c'est un mâle. Puis si elle nage, c'est une femelle. C'est tout? C'est tout. J'ai voulu écrire des livres, je crois qu'à l'âge de 12 ans, déjà, je savais que j'écrirais un jour des livres. Je le sais que c'est 12 ans, parce qu'il s'est passé un événement. Un événement qui m'a marqué et qui a été le moment décisif où moi j'ai pris conscience, parce que j'ai dû le dire aux autres, que j'écrirais. C'est quand à l'école, la maîtresse nous a dit d'écrire notre composition, comme toujours, et et moi j'ai protesté. J'ai dit, d'accord, je vais faire ma composition, mais dans quelle langue? Et elle a dit, mais dans la langue habituelle, la langue de votre pays, l'anglais. J'ai dit, l'anglais n'est pas ma langue. Je ne pourrais pas, moi, faire ma composition en français.
Et là, la maîtresse a commencé à nous dire pourquoi il fallait apprendre l'anglais, que c'était la langue du pays, que c'était la langue du travail, que c'était pour notre bien qu'elle faisait ça, et patati et patata, jusqu'à ce que je me bute, que je boude, que je refuse. Et je crois que je suis celle qui a fait la première grève scolaire dans l'histoire du pays. Eh bien, j'ai tant fait que, finalement, je crois que j'ai dû, là, quand la maîtresse m'a sommé de dire pourquoi, elle m'a obligée de dire publiquement pourquoi tu veux apprendre le français. J'ai dit parce que moi aussi je pourrais gagner ma vie à écrire. Alors j'ai compris, j'ai dit parce que je veux devenir écrivain. J'ai été obligée de le dire, elle m'a forcée. Alors l'ayant dit, j'ai affirmé quelque chose que je devais sentir depuis très longtemps. J'ai longtemps cru qu'écrire voulait dire écrire comme des académiciens. Comme les Français dans la langue la plus standard ou internationale ou la plus académique. Tellement que j'ai pensé, jeune fille, je vais me former à cette écriture-là. Même mon premier livre, Pointe au coq, je l'ai écrit en luttant contre moi-même, en faisant des efforts énormes pour arriver à dire dans la langue des autres ce que je sentais dans mon cœur et mes tripes à moi. Et c'est dans mon deuxième livre, On a mangé la dune, et surtout le troisième, Les crasseux et finalement la sagouine, que j'ai fait ce glissement, que j'ai compris que ma langue était aussi une langue française. Alors, pour toutes ces raisons, j'ai compris petit à petit, non pas que je devais imposer ma langue pour des raisons patriotiques, nationalistes, mais parce que je voulais être un écrivain. Et je ne pouvais pas être un écrivain avec l'œil de Molière, les dents de Shakespeare, la bouche de Cervantes et le cœur de Racine. Je ne pouvais être un écrivain qu'avec tous mes organes à moi, toute ma mémoire à moi, ma sensibilité, mon passé, mon histoire. Et c'est pour être un écrivain meilleur que j'ai choisi la langue acadienne. Pas même pour sauver la langue acadienne. Je vis en Amérique. Je ne suis pas des Américains. Hein? Les Américains, ils travaillent dans des shops aux États. Ils sont venus se promener par ici l'été, sur nos côtes. Je suis là de blanche. Puis on parle anglais. Ah, puis ils sont riches, les Américains. J'en suis point. Nous autres, je vivais au Canada, ça fait que je dois plutôt être des Canadiens, ça me semble. Ça se peut pas, ça non plus. Des Canadiens français, ça, c'est du monde qui vit à Québec. Et les appelons des Canadiens, des Québécois. Ben, comment c'est que je pouvais être Québécois si je vivais point à Québec? Pour l'amour de Dieu, où c'est que je vivons, nous autres? En Acadie, qui nous avons des piches sont des Acadiens. Ça fait que j'avais entrepris de répondre à leurs questions de nationalité comme ça. Les Acadiens, que je leur avais dit. Puis ça, je suis sûre d'une chose, ils sont les seuls à porter ce nom-là. Ah, ben, ils n'avaient point voulu écrire ce mot-là sur le liste. Les gens sont sûrs. Non, par rapport qu'ils avons eu pour le dire que l'Acadie, c'est pas un pays, ça. Un Acadien, c'est pas une nationalité. Par rapport, c'est pas écrit dans les livres de géographie. Après ça, je ne savions plus quoi trouver. Puis, je leur avais dit de nous bailler la nationalité qu'ils voudraient.
c'est un rêve qui est à 150% réalisé. Mais ce que je trouve extraordinaire dans la réalisation, justement, c'est qu'on a réussi à transposer un monde imaginaire matériellement, lui donner une forme physique. Parce que le monde imaginaire, il se passe dans l'imagination. Moi, quand j'ai écrit La Sagouine ou tous mes livres, c'est des mondes, c'est des images qui circulent, mais dans l'imaginaire. Tout à coup, il prend forme, je peux le toucher, je peux marcher dessus, et j'ai l'impression d'être entré dans un imaginaire. Au point que je sens là, en regardant cette maison, c'est la maison de la Sagouine telle que j'aurais voulu qu'elle soit. C'est la maison de la Sainte, c'est le petit village où j'aurais pu entrer moi-même, comme si j'entrais dans mon propre cerveau et que je découvrais ce monde des images que j'avais comme vaguement interprété, avec des mots. Quand on pense que des planches peuvent remplacer des mots, eh bien, je crois là qu'on est on nage en plein chef-d'œuvre. Et je suis tout à fait à mon aise ici. Vous savez, moi, je suis très touchée par l'idée ou par l'envergure d'un projet comme ceci sur le plan aussi économique. Parce que, bien entendu, je suis ravie d'être pour quelque chose, de participer de quelque manière au développement économique de mon pays. Je veux que les Acadiens vivent bien. Je suis celle qui voudrait qu'on en sorte de ce monde de la Sagouine, justement. Et si la Sagouine elle-même peut aider à faire entrer l'Acadie dans un monde meilleur que celui qu'elle a connu, tant mieux. En Acadie, ce sont des Acadiens. Ils n'ont pas voulu écrire ça sur le livre, c'est ça que tu veux dire? Par rapport... Ouais, par rapport, c'est pas écrit dans les livres de géographie. C'est ça. Moi, je crois que ça serait bien. Dites-nous trouver ce que nous dirions. C'est ça. Je crois que la Sagouine, et c'est pour moi la preuve qu'elle est réelle, qu'elle est vivante, et qu'elle est, dans un sens réussi, disons le mot, c'est qu'elle est beaucoup plus grande que moi. Pourquoi? Mais parce que le peuple est plus grand que l'individu. Et je voudrais que tout livre aille jusque-là, déborde son auteur dans le temps et dans l'espace. Je n'accepte pas qu'on dise que je suis passéiste, mais j'accepte très bien qu'on dise que je revois une histoire qui, elle, est située aujourd'hui aussi bien que dans le passé. Quand j'ai écrit La Sagouine était face à moi. Elle vivait, elle était présente. Et aujourd'hui, peut-être qu'elle vit encore. Dans l'avenir, elle vivra encore. Ça, ce n'est pas que du passé. Mes personnages me dépassent, toujours. Que ce soit la Sagouine, Pélagie, la Bessoune, Crachapic, ils sont tellement beaux que je ne peux pas me résoudre à les rendre moindres. Alors, quand j'ai fini d'écrire, j'ai dit, mais j'ai rien dit. Ils sont plus grands que ça. Alors, j'écris un prochain livre qui essaye de rendre plus grand le personnage que je n'ai donné qu'à l'état de brouillon dans le livre précédent. Chacun de mes livres est le brouillon du prochain. Vous comprenez? Et mon rêve, c'est d'arriver à faire un jour un très beau livre, mais je serai morte à ce moment-là. Alors, je fais cette promenade très souvent et j'aime bien. D'abord parce que c'est beau, surtout quand le soleil resplendit. Puis parce que je me sens revenir à vraiment mon enfance. Quand j'étais enfant, c'était mon terrain de jeu, tout ceci. C'est-à-dire que c'était le lieu où la famille revenait en vacances, chez le grand-père. Alors, venir une journée ou quelques jours au fond de la baie, c'était le grand rêve, c'était le plus beau jour avec Noël dans l'année. Notoriété de plus que les autres, mais on ne tient pas tellement compte de ça à Bouctouche. Quand je rencontre les gens, on ne s'arrête pas dans la rue pour dire hey, c'est Antonine Maillet qui passe, pas du tout. On m'arrête pour me saluer, on m'arrête pour me dire bonjour, parce que je suis une fille du pays.
Je suis consciente que beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue, ce n'est pas pour me dire « j'adore vos livres », mais pour me dire « je vous ai vu à la télévision et vous avez un beau profil et vous avez des yeux bleus ». C'est même pas pour me dire ce que j'ai dit. Ou si, peut-être, mais bon. Alors, ça, c'est évident que c'est le petit côté que doit supporter, dont doit souffrir l'auteur, qui préférerait de beaucoup qu'on ne voit pas à la télévision, mais qu'on ait lu son livre. Je parle par mes livres, beaucoup plus que... En ce moment, je parle à un public. Mais je n'y peux rien. Je n'y peux rien parce que là aussi, c'est la vie qui nous entraîne à tout ça. Et ce n'est pas... Remarquez que quand je me dis, mais alors pourquoi acceptes-tu? Pourquoi donnes-tu une conférence? Mais parce que j'aime ça. Parce que l'oralité fait partie de ma nature. Parce que quand j'écris, je me sens exactement comme quand je parle. Avec la différence que l'écrit peut-être reste un petit peu plus longtemps. Mais je parle comme j'écris. Je crée à ce moment-là. J'improvise. Je suis moi. Alors, tout ce que je fais, que ce soit maintenant, je suis en train de parler. Je suis en train de me faire, de me créer, de m'exprimer comme si j'écrivais un livre. Alors, je me dis, est-ce que je dois me priver de ça? Est-ce que je dois artificiellement me mettre des barrières et dire désormais, Antonine, tu ne feras que des livres parce qu'il faut que tu arrêtes d'être cette figure publique, je suis un savant. Enfin, tout ça. Et pourquoi? Je me laisse faire par la vie. Et je me souviendrai toute ma vie que mon père un jour m'a dit, si jamais tu tombes à l'eau et que tu ne sais pas nager, fais confiance à la mer et elle te portera. Eh bien, moi, je sais que souvent, je ne sais pas nager dans la vie. Alors, je fais confiance à la vie, qui me guide, qui me porte et qui m'entraîne. Et parfois, je me dis, mal, mieux, mauvais, bien, où m'entraîne-t-elle? Eh bien, dans la vie. Et je ne peux pas lutter contre ça. Je ne peux pas, sous prétexte qu'il y a des gens qui n'ont jamais paru en public et fait un très grand livre, dire désormais, je vais faire comme eux. Je ne suis pas eux. Et la vie m'a fait comme ceci. Et jusque maintenant, je me sens assez bien dedans. Je traverse le village, la tête vide, mais le cœur et les reins chargés de rêves chatouillants. J'enfile les marais, les dunes, je rentre à mon phare en comptant les marches qui montent à la tour. Je me hâte, sans savoir pourquoi, sinon que je n'ai pas renoncé au paradis. Je ramasse mes feuilles, mes crayons, ma plume. Je suis sûre d'une seule chose. Après le 8e, le 9e jour, les possibles sont infinis. Je n'ai jamais senti l'angoisse de n'avoir plus rien à dire. Mais j'ai connu l'angoisse de ne savoir plus le dire. J'ai douté. Je doute encore. J'ai toujours peur, de plus en plus peur. J'ai pas eu peur lors de mon premier livre, parce que je croyais que ça allait de soi d'écrire, parce que je n'étais pas très exigeante, parce que je ne savais pas qu'on pouvait l'être en écrivant. J'ai écrit avec le plaisir de la plume ou du crayon qui coule. Plus j'avance, plus je suis exigeante, parce que plus peut-être j'ai de choses difficiles à dire. Mais ce qui m'angoisse, qui me fait douter, c'est ai-je le talent, pour appeler les choses par leur nom? Ai-je la capacité, ai-je l'énergie, la santé, l'originalité de traduire ce qu'il y a devant moi qui est la vie d'une manière telle que personne d'autre au monde pourrait le dire à ma place. En d'autres mots, aucun auteur, si grand fut-il, Homère, Dante, Molière, Shakespeare, aucun de ceux-là ne pouvait écrire le livre d'Antonine Maillet. Mais moi, bien sûr, je ne peux pas écrire le leur. Seulement, j'ai compris qu'il ne pouvait pas écrire le mien. Donc, il faut que je trouve l'angle, le point de vue, le style, la manière d'Antonine Maillet pour traduire mon point de vue sur le monde.
L'espérance, un mot qui anime autant les héritiers que les paraplégiques ou les croyants. J'étais en train de dépasser et puis on m'a gentiment refusé la priorité, une voiture bien sûr. On a raté un virage et on a fait 2 tonneaux. Et au dernier tonneau, j'ai été éjectée par le pare-brise arrière. Autrement dit, illustre l'espérance, l'un des plus beaux mots de notre vocabulaire, le mercredi 22 avril à 22h30, heure de l'Est. TV5, la télévision internationale. C'est là, ça fait partie du cycle de vie. Ce n'est pas quelque chose qui sert, c'est là. Si vous enlevez les